Le récap info pour savoir et comprendre cette semaine avec Paul Bron, conseiller municipal GO de Grenoble. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à tous. Passer d'un rôle stratégique d'adjoint au maire à celui de conseiller d'opposition, c'est le jeu de l'alternance démocratique, certes, mais ça n'est pas confortable pour autant. À Grenoble, la gauche dans l'opposition au maire se trouve à ses côtés dans la majorité à la métropole. C'est évidemment pas très confortable pour faire entendre une voix claire. Et c'est encore plus compliqué quand certains conseillers choisissent de partir ou de se taire. Dans ces conditions, la gauche socialiste peut-elle reprendre la ville aux prochaines municipales? Autour de quel leader? Bien malin celui qui peut répondre aujourd'hui. Évidemment, on posera la question à notre invité Paul Bron, conseiller municipal Grenoble Objectif Citoyenneté à Grenoble, ancien adjoint au maire de Michel Destaut. Avant cela, Paul Bron, vous avez souhaité être accompagné de Rosa Mendes aujourd'hui, qui est déléguée de l'intersyndicale de General Electric. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. General Electric qui fait l'actualité ces derniers mois en raison du plan social que la direction veut imposer à un des ateliers de Grenoble. 345 suppressions de postes sur 800 emplois. On va évoquer cette question avec vous en début de semaine. D'ailleurs, les salariés en lutte contre ce plan social, ont bloqué une nouvelle fois l'usine de Grenoble. Ces derniers jours, l'intersyndicale a proposé un plan alternatif. Vous allez nous dire ce que comprend ce plan alternatif, un plan évidemment moins lourd que le plan social que vous propose la direction. Oui, effectivement, nous avons travaillé en intersyndical, mais également avec les salariés pour étudier service par service, en partant des contrats en cours et des contrats attendus pour 2018-2019. Et nous avons proposé une autre organisation. Une organisation qui doit être viable et qui doit permettre la pérennité du site. Alors, vous proposez, vous, un plan qui entraînerait 100 à 150 départs volontaires et non pas suppression de postes, c'est ça? Exact. À ce jour, le travail conclu nous emmène à penser que 150 postes pourraient effectivement être pas supprimés, puisque nous sommes contre les suppressions, les licenciements secs, mais que les effectifs allégés par des départs volontaires. Exact, c'est le terme exact. Donc, nous pourrions procéder à des départs volontaires encadrés et ensuite, pour compléter, des mesures d'âge pour les personnes qui sont proches de la retraite, pour lesquelles l'entreprise pourrait faire un geste. Alors, cette contre-proposition alternative que vous faites, elle pourrait permettre de sauver cet atelier grenoblois? Justement, notre point essentiel aujourd'hui, c'est vraiment crucial. C'est un atelier de 50 personnes, de mécanique lourde, mais c'est un atelier où l'on pratique des activités de très très haute précision. Il faut savoir que l'usinage de nos turbines, les tolérances d'usinage sont sévères, comme dans l'aéronautique. Donc ce sont des ouvriers extrêmement spécialisés que l'on aura beaucoup de mal à trouver ultérieurement si jamais l'entreprise changeait de cap et qu'elle souhaitait à nouveau s'orienter vers la production. Alors j'entends bien votre alternative. Je vais vous poser une question assez directe. Vous, votre objectif, c'est de sauver cet atelier. Est-ce que la direction a le même objectif? Pas du tout. Et c'est bien là où nos divergences commencent. Pourquoi nous voulons sauver l'atelier? Il est vrai que le grand public est assez habitué à ce qu'on délocalise la production ailleurs pour des raisons de coût. Tout simplement, nous, l'activité hydraulique, l'avenir du site est basé sur une chaîne, un socle. La fabrication, la R&D et le laboratoire. R&D, recherche et développement. Exact. Et sans ces trois composantes, si un des maillons vient à casser, c'est tout le système qui s'écroule. Mais c'est bien ce que souhaite faire la direction générale de General Electric, dans ce plan social, c'est de supprimer une partie de cette filière locale. Bien sûr, puisqu'ils envisagent la fermeture complète de cet atelier. Ils ne garderaient que l'atelier de modèle réduit pour l'instant. On est bien là dans une politique de stratégie internationale, puisque c'est le groupe américain qui a pris cette décision, qui veut se séparer de 20 milliards d'euros d'actifs dans le monde. Et Grenoble est sur la sellette. Grenoble est sur la sellette, mais vous savez, il y a déjà eu un vaste plan de licenciement dans toute l'Europe. On a fermé l'usine de Barcelone, maintenant celle de Bilbao. Et
Et actuellement, c'est Grenoble qui est en cours. Alors précisément, quelles sont vos demandes? Cette semaine a lieu un comité central d'entreprise, ce jeudi et ce vendredi ici à Grenoble. Votre première demande, c'est d'abord d'avoir le bon interlocuteur en face de vous. Pour vous, ça n'est pas le cas jusqu'à maintenant. Non, nous avons un réel problème de discussion avec une partie de la direction. Et il nous a été dit semaine dernière que la fermeture, enfin même cette semaine, pardon, que la fermeture ou pas de l'atelier ne dépendait pas de l'échelon local et qu'il se situait à très haut niveau. De ce fait, nous avons demandé, comme par le passé, de discuter en direct avec M. Pécresse, qui est le directeur de la branche renouvelable. Alors que vous, actuellement, vous discutez uniquement avec le responsable de General Electric Hydro, qui est une filiale. Nous discutons avec le responsable du site de Grenoble. Là-dessus, M. Pécresse, j'imagine, ne s'est pas précipité pour vous répondre ou pour venir vous voir, donc vous avez peu d'espoir quand même. Pas encore. Non, nous avons encore l'espoir. Nous allons l'interpeller bientôt. Autre demande que fait l'intersyndicale, c'est une nouvelle table ronde arbitrée, entre guillemets, par le gouvernement. Mais est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement est vraiment aux côtés des salariés? Moi, je me souviens du ministre de l'économie, Bruno Le Maire, disant le marché de l'hydroélectrique est largement saturé. Il peut rester ici ou là une ou deux possibilités, mais pas forcément de quoi faire tourner l'atelier concerné. Ça, c'était le ministre de l'économie. Le ministre de l'écologie, Nicolas Hulot. Oui, il y a des marchés, mais ils ne sont pas en France. Est-ce que vous sentez le gouvernement derrière vous? Non, par ces affirmations, on ne peut pas le sentir derrière nous. En tout cas, on ne peut pas penser qu'ils connaissent la situation réelle ou qu'ils ont lu le rapport d'experts mandatés par le comité d'entreprise. Ce rapport, il dit très bien que, effectivement, 2016, c'était une année creuse. General Electric, en achetant Alstom, le savait. Le plan social, il est basé sur le passé. Et M. Pécresse lui-même nous dit que le passé est soldé, que le présent est maîtrisé et que l'avenir est brillant. Pourquoi il est brillant? Parce qu'effectivement, il y a des perspectives de marché qui sont réellement intéressantes. Il y a une croissance qui est dite non pas seulement par les experts, mais également par l'Agence internationale de l'énergie et par la concurrence. Je pense qu'à ce moment-là, M. Bruno Le Maire n'avait peut-être pas tous les éléments en main pour pouvoir statuer sur le marché réel. Vous croyez que c'est uniquement le fait de ne pas avoir tous les éléments, ou est-ce que le fait que Emmanuel Macron, en son temps ministre de l'économie, bénissant le rachat d'Alstom, est plutôt en difficulté? Je crois aisément qu'ils sont en difficulté parce qu'effectivement, nous disons dès le début que c'est un dossier politique. Justement parce que l'État a eu à prendre des décisions au moment du rachat. L'État a eu à nouveau à prendre des décisions au moment d'opposer un veto à ce plan. L'État a encore des décisions à prendre puisqu'il peut toujours racheter les actions de General Electric. Il peut toujours accéder à ce que nous lui demandons. L'État a clairement dit non là-dessus. Il a dit non, mais franchement, si on veut sauver la filière hydroélectrique et si on veut s'assurer de l'indépendance énergétique en France, il ne faut pas tourner autour du pot. Il faut mettre dans la filière des vrais industriels et pas des entreprises qui sont davantage axées sur le profit immédiat et très élevé. Merci Rosa Mendes d'être venue nous expliquer le combat que vous menez donc avec les autres salariés de General Electric donc contre ce PSE, ce plan de sauvegarde de l'emploi qui sacrifierait 345 postes sur 800. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Paul Bron, vous avez visité l'entreprise avec Benoît Hamon. Oui, tout à fait. Est-ce que vous n'avez pas eu l'impression de participer à un défilé des politiques aux côtés de ces salariés en lutte ? Il y a un défilé des politiques, bien sûr, mais ils sont venus soutenir une entreprise. Donc c'est ça qu'il faut voir d'abord. Et puis le fait que des politiques nationaux viennent ouvre un peu un champ médiatique. Voilà, donc il faut le prendre comme ça, c'est tout. Moi, je trouve que sur cette affaire, il y a un gâchis humain
technique et écologique qui est énorme et qui est presque scandaleux. Et en fait, on a sous les yeux, là, à Grenoble, la situation d'une entreprise internationale, multinationale, qui en fait rachète, délocalise, et le point de vue humain, il est un peu laissé de côté, et souvent, c'est pour engraisser des actionnaires, et ça, c'est scandaleux. Vous souhaitiez effectivement qu'on aborde cette question, ce qu'on a fait volontiers. Merci. C'est un sujet qui marque l'actualité depuis plusieurs mois maintenant et qu'on n'a pas fini de suivre de très près. Paul Bron, je rappelle que vous êtes conseiller municipal d'opposition à Grenoble, ancien adjoint au maire de Michel Destaut, vous étiez en charge de l'éducation. D'abord un mot sur ce mouvement GO, Grenoble Objectif, citoyenneté, mouvement politique de la gauche grenobloise qui est né dans les années 90. Ça nous permet au passage d'avoir une pensée pour Jean-Philippe Motte, qui en a été un des cofondateurs, qui nous a quittés en début d'année. C'est un mouvement qui se positionne aujourd'hui. Comment l'échiquier politique a beaucoup évolué ces derniers mois? Mais bien sûr, nous, on est traversés aussi par les modifications politiques des partis. Et nous aussi, personne n'est indemne dans cette situation-là. Et moi, je trouve que c'est salutaire, c'est très bien. Et Go n'y échappe pas. C'est-à-dire qu'on a... c'est un mouvement citoyen qui veut passer aux politiques sans être un parti. Donc en fait, c'est un mouvement local. On n'a pas du tout de prétention nationale, on ne reçoit d'ordre de nulle part. C'est les militants, les adhérents qui décident. Et effectivement, au départ, on a été sur une poussée après la droite d'arriver au pouvoir et on a fait alliance avec la gauche locale qui était marquée par le PS. Et pendant 3 mandats, la gauche était représentée par le PS. Donc Go s'est associé au PS. C'était la logique des choses à une époque. Maintenant, c'est différent. On va voir. Je suis encore, on est en discussion et vous savez, il y a encore 3 ans pour les prochaines élections municipales. Je pense qu'il va couler l'eau sous les ponts. Vous imaginez bien que je ne vais pas me contenter de ça. Une force citoyenne, une force de gauche. Qu'est-ce que vous avez encore de bien différent de la majorité municipale actuelle d'Éric Piolle? D'abord, on n'est pas parti avec Éric Piolle. On est parti avec Jérôme Safar, avec le PS, alors que à chaque fois, quand il y avait des élections, on faisait une liste au premier tour. Là, pour la première fois, on ne l'a pas fait. Ça ne nous a pas porté chance. Mais ça, c'était pour les municipales. Aujourd'hui, les municipales. Alors, je voudrais dire aussi qu'au municipal, Go a considéré qu'il y avait une proximité quand même entre l'équipe Piolle et l'équipe Safar, puisque d'après ce qu'on a pu calculer, il y avait 70% des projets qui étaient les mêmes. Donc, nous, on a plaidé pour une alliance au deuxième tour qui ne s'est pas fait. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous ne ralliez pas la majorité ? Parce que moi, je suis quelqu'un, et mon mouvement, on est quelqu'un de fidèle, et qu'on ne va pas comme ça changer. Il y a eu des élections, on a fait un choix, on a perdu politiquement, on est dans l'opposition, on reste dans l'opposition, et on construit avec l'opposition. Ça n'empêche pas qu'il y a un certain nombre de décisions du côté de l'équipe Piolle avec lesquelles on est d'accord. Alors, ce qui rend les choses aussi un peu difficiles à comprendre, c'est que finalement, vous l'avez dit, vous êtes dans l'opposition à Éric Piolle à la ville, mais des élus de votre groupe sont dans la majorité à la métropole. Pas facile de dire non à Éric Piolle d'un côté du boulevard Jean-Pain et lui dire oui de l'autre côté, à la métro. Oui, c'est vrai, mais ça, c'est une réalité de la situation politique de l'agglomération. C'est une réalité aussi de tous les changements qu'il y a eu. D'ailleurs, je me félicite que la métro soit restée à gauche. Et quand même, dans la majorité métropolitaine, il y a à la fois des gens de la gauche plus classique et il y a aussi la gauche plus radicale, disons. Donc, il y a une alliance et moi, je pense que c'est ça, c'est ce qu'on aurait dû faire au niveau grenoblois. On ne l'a pas fait. C'est vrai que la posture est délicate. Elle est délicate surtout pour Marie-Jo Sala, qui est une vice-présidente. Donc de votre groupe, à la ville et vice-présidente à la métropole. Voilà, tout à fait. C'est pas facile à tenir des fois, mais voilà, ça fait partie du jeu politique. Autour de ce jeu politique, il faut être le plus transparent et le plus honnête possible. On tâche de l'être. On va reparler de métropole un peu plus loin. Revenons à la ville de Grenoble. Quel bilan d'Éric Piolle vous tirez aujourd'hui à un peu plus de la moitié du mandat ? Alors, ce que je dirais, c'est que le bilan que j'en tirais, c'est que je trouve que les mesures qu'a pris Éric Piolle sont plutôt des mesures qui correspondent à son électorat.
c'est-à-dire beaucoup plus de côté écologique, en direction des familles plutôt aisées, je dirais, et que ça a engendré beaucoup de déceptions. Moi, je constate beaucoup de déceptions. Attendez, il fait de l'électoralisme, c'est ce que vous me dites? Non, pas de l'électoralisme, mais du fait que moi je trouve que Éric Piolle ne lève pas suffisamment la tête pour gouverner pour tous les habitants de Grenoble. Là, cette majorité-là s'est mise dans une posture où il pense un peu de travers, il pense qu'il travaille pour les générations futures. Moi, je leur dis, mais c'est maintenant qu'il faut travailler. Il faut être dans l'ici maintenant. Il y a un certain nombre de problématiques qu'il faut aborder de front. On en parlera d'ailleurs de la sécurité, et auxquelles il ne parle pas. Par exemple, pour ce qui concerne les quartiers populaires, ils sont hors sol, cette majorité. Et puis elle a engendré, par un certain nombre de décisions, beaucoup de colère aussi. Des colères qui existent, qui ont fait d'ailleurs, pour la question des bibliothèques, de la fermeture des bibliothèques, un blocage pendant 11 mois de suite du conseil municipal par les CRS, ce qui est extraordinaire. Et ce qui était aussi étonnant, c'est que tout le monde s'en accommodait. C'est-à-dire que notre gauche radicale au pouvoir s'accommode de devoir tenir des conseils municipaux protégés par les CRS. Quelque chose qui ne va pas là. On va décortiquer tout ça. Pour revenir sur le bilan, Anouch Agobian, qui fait partie de votre groupe à la mairie, disait « Jusqu'à maintenant, ils ont passé 3 ans à inaugurer ce que nous avions préparé sous le mandat précédent. » Oui et non, bien sûr. On vote quand même 90% des libérations. Ce qui était le cas aussi de l'opposition écologique avant. Donc, il y a beaucoup de choses. Forcément, on a... Est-ce qu'il y a des grands projets? Elle avait l'air de dire finalement qu'il n'y avait pas de grands projets qui étaient mis sur le travail et qu'on était dans la gestion du quotidien. Oui, elle a en partie raison. Mais il y a aussi, comme je le disais, un certain nombre de projets qui sont assez nouveaux. Et moi, j'essaye d'essayer, même si je suis dans l'opposition, notre posture de gauche-citoyenneté, c'est d'essayer de faire la part des choses, de voir qu'est-ce qui peut être positif et qu'est-ce qui l'est pas. Il y a quand même du positif. Moi, je mettrais du côté du positif toute l'approche écologique de la ville, la nature en ville, le fait de parler des déplacements, des modes doux, de la place du vélo. Ça me semble intéressant, ça. Même si c'est difficile, ça crisse, ça me semble intéressant. Il y a aussi d'autres mesures du genre de la posture par rapport au sport professionnel. Moi, je la valide. J'ai compris que vous étiez plus critique sur l'accompagnement des couches de population les plus populaires. Voilà, et je pense que ce qu'ils ont annoncé comme bouclier social, ils en sont très loin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bouclier social particulier, si ce n'est ce qui avait été fait avant par le CCAS. On va décortiquer quelques-uns de ces points. Je vous ai demandé le bilan d'Éric Piolle. Quel est le bilan de votre groupe d'opposition? Donc l'ancienne majorité de Michel Destot, aujourd'hui dans l'opposition. Olivier Noblecourt a quitté le Conseil. Jérôme Safar a annoncé qu'il prendrait sa retraite à la fin du mandat, qu'il restait un simple conseiller municipal. Une ancienne adjointe de Michel Destot, Sylvie Drulon, participe à un groupe de réflexion avec Mathieu Chamussy, un élu Les Républicains. Qu'est-ce qui reste finalement? Quel bilan vous faites de votre groupe d'opposition? Alors, on ne peut pas dire que notre groupe d'opposition représente le Parti socialiste maintenant, parce que le Parti socialiste est éclaté et qu'il y en a chez Macron, il y en a ailleurs, il y en a chez Hamon, et que dans notre groupe de 8 élus, il n'y a plus qu'une personne qui est au Parti socialiste, c'est Marie-Jo Sala. Donc voilà la situation. Qui est votre chef de file aujourd'hui ou pas? Qui est la personne la plus impliquée et la plus présente. Le président est toujours Jérôme Safar, mais c'est vrai que c'est surtout Marie-Jo qui anime notre groupe politique, et c'est très bien, d'ailleurs, elle le fait très bien. Donc on est dans une situation avec une gauche un peu déboussolée, c'est vrai, moi je le dis, ce qui fait que ça ne nous pousse pas à être dans une dynamique. Mais moi, je ne suis pas pour je dirais pas une dynamique de reconquête. Moi, je ne suis pas dans une posture de reconquête du pouvoir comme pourraient l'être mes collègues. Je suis dans une posture autre. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut recomposer un paysage local de gauche ouverte dans le contexte grenoblois.
Donc, si je résume, demain pour les municipales de 2020, le chef de file que pourrait soutenir Paul Bron, ça pourrait très bien être Éric Piolle. Alors, ce que je peux vous dire, 2 mots sur comment je vois l'avenir. Je crois qu'Éric Piolle est en mauvaise posture. Je pense qu'il a engendré beaucoup de déceptions. Il a profité de 19 ans d'élection du Parti socialiste et de ses alliés, donc une certaine fatigue. Et voilà, mais ça se reproduira pas. Et donc, il a absolument besoin d'élargir sa base. Sa base, si on regarde au niveau local, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être le Parti communiste, ça peut être le mouvement de Hamon, ça peut être peut-être Gauche Citoyenneté et peut-être d'autres. Mais ça ne suffit pas, à mon avis. Ça ne suffit pas. Et la situation, elle peut complètement basculer si jamais Macron ne se trompe pas trop dans les 3 ans qui viennent. Il est très possible qu'une personnalité issue de En Marche, qui s'allie avec une frange de gauche grenobloise et une frange de droite centriste, puisse prendre le pouvoir. C'est le danger pour vous? Non, c'est pas le danger pour moi. Cette union centriste libérale. C'est une posture différente. Il y a des personnes à Gauche Citoyenneté qui apprécieraient ce genre de choses, parce qu'on est dans cette ouverture-là. Moi, je suis un peu plus à gauche, mais pourquoi pas? On n'est pas dans des postures politiciennes, nous. On est un mouvement citoyen local. Allez, on suivra ça évidemment, on ne va pas parler des municipales 3 ans avant qu'elles n'arrivent, mais enfin c'est intéressant de voir comment les choses peuvent éventuellement se construire. J'aimerais qu'on évoque évidemment la sécurité, c'est la grosse préoccupation depuis quelques mois à Grenoble et dans la métropole. À Grenoble, les chiffres de la délinquance sont 3 à 4 fois supérieurs à ceux de la moyenne nationale. Ces derniers mois, les incendies criminels se sont multipliés, le théâtre Prémol, le collège Aubrac, les gendarmeries Grenoble et Mélan. Cette semaine, la casemate, dans la nuit de mardi, vers 2h du matin, les flammes ont ravagé tout le premier étage du centre culturel, scientifique et technique, au pied de la Bastille. Le geste criminel fait peu de doute, ce qui accroît encore le sentiment de consternation sur place. Alors aujourd'hui à l'étage, il reste plus. Tout le Fab Lab a été complètement anéanti, c'est-à-dire les machines ont été brûlées et fondues. En fait, le bâtiment fait que la chaleur a dû se propager rapidement. Ça fait un peu comme un four dans ces pierres. Donc tout le matériel est mort. Tout le reste de l'étage qui n'avait pas de matériel est sous la suie, sous l'eau. Voilà. Donc en fait, mais en gros, le cœur du Fab Lab est totalement détruit. On n'a pas trop d'explications. On est juste atterré par l'ampleur des dégâts et puis la gratuité du geste, quoi. En fait, on s'en prend pas à la science, on s'en prend à un parc de machines. Donc ça, c'est un peu aberrant. C'est aussi un équipement qui est ouvert au public. Il est ouvert toute la semaine pour le grand public et il n'y a pas de raison. En fait, on n'est pas sur des sujets sensibles. Il n'y a rien de particulier. Pour le député de l'Isère, Olivier Véran, c'est l'action de Grenoble en faveur de l'innovation et de la promotion de la recherche qui a été visée. Des réactions consternées. Bon, très bien, on est tous atterrés par ce qui est arrivé. Ces réactions, on les a déjà entendues des dizaines de fois. Après le théâtre Prémol, même réaction. Après le collège Lucie Aubrac, même réaction. Après la gendarmerie centrale à Grenoble, même réaction. On a l'impression quand même que les choses se répètent et que l'action derrière est quand même assez légère. Oui, on peut avoir cette impression-là, tout à fait. En tout cas, là, moi, je voudrais déjà dire à la fois ma tristesse et ma colère et mon soutien à l'équipe du CCSTI et de la casemate, bien sûr, et rappeler, comme vous l'avez fait, que ça touche des symboles de notre agglomération, à la fois au niveau de la culture, la casemate, mais au niveau de l'éducation, vous l'avez rappelé, la culture aussi le théâtre Prémol, l'éducation, le collège Lucie Aubrac, et la sécurité avec les gendarmeries. Donc il se passe plus. Les alertes du procureur, ça fait beaucoup. Donc effectivement, on ne peut pas en rester à des discours, d'autant plus qu'on ne va pas incriminer les élus forcément. Mais moi, je trouve que le discours du maire de Grenoble n'est pas clair. Il n'est pas non plus sécurisant. Il n'est pas en train de dire je prends la situation à bras-le-corps et je vais en faire quelque chose. Non, il nous renvoie un sentiment d'impuissance
avec l'appel à l'État, c'est à l'État qu'il faut faire. Bon, bien sûr, il y a besoin de l'État. Mais un maire a aussi des prérogatives. Il a une police municipale. Et on sait ce qui s'est passé autour de la police municipale dans les 3 ans derniers. Et donc là, je pense qu'il y a un manque de dynamisme des élus et qui, intrinsèquement, il est délicat pour cette majorité de gauche radicale de se dire je fais de la sécurité. Et voilà. Donc voilà, cela dit, ils ne sont pas responsables de tout, loin de là. Hein. Ça existait avant. Vous évoquez la police en municipale. Vous savez que le débat tourne aussi beaucoup autour de la vidéoprotection. Oui. Les autorités demandent à ce que la vidéoprotection soit renforcée sur Grenoble. L'équipe municipale s'y oppose. Moi, sur le débat de la vidéoprojection, j'étais plutôt mesuré parce que toutes les études qu'on voit nous disent que ça ne sert pas forcément à quelque chose, que l'endroit où il y a la caméra vidéo, les problèmes se bougent. Mais il y a aussi des études qui montrent que ça peut aider à la résolution des enquêtes. Oui, ça peut. D'abord, ça donne l'impression de protéger. Ça rassure. Il y a l'insécurité, il y a le sentiment d'insécurité. Il faut jouer sur les 2 niveaux. Et puis il y a le message ne joue pas sur le sentiment il y a le message qu'on d'insécurité. envoie aux délinquants. Oui, bien sûr. Et je pense que moi, ça me semble utile, de façon mesurée, mais ça me semble utile, de même que d'armer la police municipale. Je sais que c'est un débat délicat, hein, mais on a des policiers qui se trouvent de plus en plus dans des situations très critiques, et on ne peut pas toujours dire à la police nationale d'y aller. Il faut les former, il faut les accompagner, bien sûr. Mais ça me semble une nécessité. C'est d'ailleurs les mesures qu'on avait prises en 2013. Vous me dites sur la sécurité, le discours du maire de Grenoble n'est pas clair. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'il est faible sur cette question ? Je pense qu'il est gêné, c'est-à-dire qu'il fait preuve d'une certaine impuissance. Moi, c'est vraiment ce mot qui me vient. C'est-à-dire que sur certains dossiers, on nous dit, et c'est aussi une stratégie politique, mais ça va bien un moment. Mais à un moment, il faut aussi prendre des mesures. On nous dit, mais c'est de la faute de l'État, c'est de la faute de l'État. C'est pas suffisant comme argument. Nous, on est là à Grenoble et on veut que ça bouge à Grenoble. Sur ce plateau, ici même, Mathieu Chamussy, conseiller municipal d'opposition à la ville, républicain, disait à Grenoble, il y a non-assistance à Grenoblois en danger. Oui, là, il pousse un peu loin je trouve, hein, il pousse un peu loin l'accusation. On ne peut pas tout mettre sur eux. Ce qu'on peut dire, c'est franchement bouger un peu notre majorité grenobloise dans le sens de la sécurité. Et ça ira peut-être mieux, au moins dans le sentiment et dans le regard qu'on en a. Voilà. Plus généralement, la délinquance, elle est toujours proportionnellement liée à l'économie parallèle et au trafic, notamment au trafic de stupéfiants. Le procureur que vous évoquiez a dit que Grenoble était gangréné. Il n'y a pas un quartier qui est épargné, a dit le procureur de la République. Dans le débat sur la dépénalisation du cannabis, vous vous positionnez comment ? Moi, je ne suis pas déterminé dans un sens ou dans un autre. J'attends vraiment d'avoir les informations des experts, de voir comment ça s'est passé dans un certain nombre de lieux. J'y serais plutôt favorable en me disant c'est une réalité, autant qu'on puisse la canaliser, ça aurait l'intérêt de rendre ça plus libre et de briser un peu les circuits parallèles qui s'engraissent sur cette question-là. Après, ils trouveront autre chose, bien sûr, mais peut-être. Moi, je dis pourquoi pas. Allez, on va évoquer aussi les rythmes scolaires, le plan école à Grenoble. Vous avez été un adjoint au maire de Michel Destaut en charge de ces questions. Votre regard va bien sûr nous intéresser. La semaine de 4 jours devrait être majoritaire à la rentrée 2018 dans les écoles publiques en France, sous la pression notamment des parents d'élèves et des enseignants. C'est ce que révèle cette semaine une enquête de l'Association des maires de France. Elle a été diffusée mercredi. 4 établissements sur 10 en France auraient déjà choisi. À Grenoble, la majorité en place devrait ne pas changer le fonctionnement actuel, un fonctionnement que vous aviez mis en place en 2013. Oui, et elle a raison. Elle a raison, et je valide. On se retrouve en fait devant le même débat qu'en 2013, un débat très étonnant duquel on a du mal à sortir. Nous avons d'un côté des chronobiologistes, des médecins, des fédérations de parents d'élèves, des fédérations d'éducation populaire qui disent « mais il est mieux pour l'enfant de répartir l'apprentissage sur plusieurs jours, voire 5, voire 6, il y en a même qui disent 6 ». Et puis on a, et c'est ça le paradoxe, on a de l'autre côté, à la base, des parents, des enseignants et des élus qui
qui ne savent pas forcément, qui résistent et qui disent mais c'est bien 4 jours parce qu'effectivement ça donne une certaine souplesse pour certaines familles. Et donc on est dans une situation ubuesque là, parce que ceux qui parlent surtout dans les ondes, sur les ondes, pardon, dans les médias sont des gens favorables aux 4 jours et demi, hein, on entend ça. Hein, et dans la réalité, quand vous négociez avec les conseils d'école, vous avez un retour plutôt négatif. On a l'impression que dans les conseils d'école, ceux qui s'expriment le font surtout en fonction de leur propre intérêt à eux, l'intérêt des familles, l'intérêt des enseignants, leur agenda. Franchement, on ne parle pas beaucoup du rythme de l'enfant. Non. D'ailleurs, dès le départ, il y a eu une maldonne sur ce sujet. Il était question de la refondation de l'école. Et quand on parle des rythmes scolaires et du périscolaire, on ne parle pas de l'école. On parle des horaires. On s'est arrêté au milieu du chemin, finalement. Oui, complètement. Et puis on a tout basculé du côté des mairies et des parents et des associations. Or, on n'a pas touché au contenu de l'école. C'est pas parce qu'il y aura une demi-heure de plus ou de moins, franchement, que ça va changer complètement la situation scolaire en France, où il y a un certain nombre d'inégalités scolaires. C'est pas ça qui va tout changer. Ça peut améliorer un peu plus que les enfants aient cours plutôt 4 jours et demi, 5 jours. J'ai d'ailleurs même appris récemment que dans les villes où il y a eu 4 jours et demi, la situation du travail des femmes s'était améliorée. Vous voyez, c'est des effets secondaires parce que l'école prenait leur enfant le mercredi. Oui, mais là, vous parlez déjà plus du rythme de l'enfant. Non, on parle plus mais le rythme de l'enfant est complètement lié au rythme de la famille. Hein. Mais aujourd'hui, parce que si on parle du rythme de l'enfant, je vais vous le dire, on parle d'abord de quoi? La première chose qui concerne le rythme de l'enfant, c'est le sommeil. C'est la qualité du sommeil. C'est pas combien d'heures il a dans classe. C'est la qualité de son sommeil. Et ça, on en parle guère. Les enfants, actuellement, sont beaucoup plus perturbés qu'avant. Et il y a peut-être urgence. Et donc, qui entraîne, à mon avis, une certaine fatigue sur laquelle on joue actuellement sur les rythmes de la semaine. Vous le disiez sur cette réforme Peillon, on s'est arrêté au milieu du gué, finalement. On n'est pas allé au bout de la réforme, ce qui fait qu'on dépose les enfants à l'école à 8h du matin, on les récupère à 18h ou 18h30 le soir. Ça fait des journées de 10 heures. On ne connaît pas beaucoup de salariés qui supporteraient ou qui accepteraient une telle journée. Oui, mais que ce soit 4 jours, 4 jours et demi, 5 jours, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on fait de l'enfant après les heures d'école? Il y a 24 heures d'école. Qu'est-ce qu'on fait dans la journée? Les parents, ils ne travaillent pas que 24 heures. Donc, forcément, ils vont quelque part. Alors, dans les familles qui sont prêtes à accueillir les enfants, c'est très bien. S'il y a une grand-mère, s'il y a des cousins, s'il y a une formule collective de mini-accueil entre les familles, c'est super. Mais sinon, ils vont où? S'ils ne sont pas au périscolaire, on blâme le périscolaire. S'ils ne sont pas au périscolaire, ils sont ailleurs, dans des activités ailleurs. C'est pareil, le problème est le même. Après se pose la question de la qualité du périscolaire et du coût pour les villes. C'est encore autre chose. Mais pour la vie de l'enfant, il est en général de 8-9 heures du matin à 18 heures, pris en charge quelque part. Une partie par l'école, une partie par des associations. Si on revient au rythme de l'enfant face à un enseignant à l'école, est-ce que le vrai problème finalement, c'est pas le nombre de jours d'école par année? On sait très bien que dans les classements de l'OCDE, le nombre de jours d'école en France est bien en dessous de tous les autres pays de l'OCDE. On est à 162 jours contre 185 en moyenne. Oui, 184 d'ailleurs. Mais est-ce que finalement, c'est pas ça qu'il faut revoir? C'est pas l'organisation de l'école sur l'année scolaire? Le problème est le même, c'est-à-dire qu'il est même que le 4 jours à 4 jours et demi. C'est-à-dire il faut étendre le temps de l'apprentissage de l'enfant sur l'année. En France, on fait tout le contraire. On le réduit dans la semaine et on lui donne des grandes vacances. On fait tout le contraire de tout ce que font les autres en Europe. Or, si on était le premier pays en termes de résultats éducatifs, mais non, on est très 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 loin. En étant pourtant un pays important qui avait une école maternelle qui était remarquable et qui était citée par tout le monde, qu'il est toujours remarquable. Mais il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas dû que la demi-heure en plus de la semaine d'école, disons-le bien. Hein, c'est un problème bien plus large. Allez, on va évoquer le plan école qui est porté à Grenoble par Éric Piolle, un plan qui vise à investir 60 millions d'euros d'ici 2021, notamment pour créer 3 nouvelles écoles, Flaubert dans le quartier Hoche, dans le quartier Saint-Bruno, qui vise aussi à agrandir d'autres groupes scolaires, à améliorer les restaurants scolaires ou à entretenir les écoles existantes. C'est un bon plan ?
C'est un plan qu'il fallait prendre. D'ailleurs, c'est un plan qu'on a pris en partie, nous, en 2013. Ah bah non, il dit on ne peut pas faire en 3 ans ce qui n'a pas été fait jusqu'à maintenant, visant clairement oui, ce qui a été fait sous le mandat précédent. Ça, je ne conteste pas. Ce qui se passe dans le passé, c'est qu'on n'a pas pris la mesure de l'évolution des effectifs scolaires à Grenoble. La plupart des municipalités qui se sont succédées d'ailleurs, il y a eu une évolution des effectifs, mais les informations qu'on avait ne nous disaient pas qu'on ne pourrait pas absorber ça dans les écoles qui existaient. Donc on était, comme une ville essaye de gérer au mieux ses ressources, on était dans une situation où c'était pas, il n'y avait pas l'urgence telle, et cette urgence, elle était là en fait. Donc aujourd'hui, ce plan école, vous le soutenez à 100%? Moi, je soutiens le fait d'avoir effectivement pris des mesures, de mettre en priorité à l'éducation. Je trouve ça super. Nous, on l'a pas fait, ça. Et d'envisager de construire 6 écoles. C'est ça qui est envisagé. Nous, on avait envisagé d'en construire 4, plus Léo Lagrange actuellement, Jean Massé, parce que c'est nous qui l'avons lancé, Jean Massé. Je vais être inauguré bientôt, mais en fait, on avait fait l'essentiel du travail. Hein. Donc effectivement, après, je suis très inquiet sur la capacité qu'aura la commune à pouvoir assumer ce qu'elle a annoncé dans la construction des 6 écoles. Parce que l'investissement baisse à Grenoble. Il faut du temps pour construire les écoles. C'est vrai que dans les perspectives qu'on nous donnait, il y avait une courbe qui redescendait après 2022-2023. Donc c'est une question, ça. Est-ce qu'on investit dans les écoles alors que plus tard, il y aura peut-être moins d'enfants à l'école? Et c'est une des raisons, comme d'autres, pour lesquelles j'avais développé le concept de maison de l'éducation. C'est-à-dire que je pense que les écoles doivent être ce sont des lieux dédiés à l'enfance qui sont utilisés très peu par le temps scolaire, c'est 36 semaines, voilà, 24 heures plus le périscolaire, c'est pas beaucoup. Donc on pourrait profiter de ces espaces-là pour en faire autre chose autour de l'enfance. Bon, voilà, je n'ai pas eu le temps d'aller jusqu'au bout de ce projet-là. Peut-être sous le prochain mandat, peut-être aussi aux côtés d'Éric Piolle sous ce prochain mandat. Il nous reste quelques minutes, Paul Bron. Je voudrais qu'on évoque la démocratie participative. Pour vous, c'est le grand échec du mandat. Vous dites Éric Piolle a enterré la votation citoyenne qu'il a pourtant lui-même portée. Il s'est déjugé et vous évoquez le conflit des bibliothèques. Oui, tout à fait. Alors, je regarde quand même la démocratie participative plus largement que simplement la votation. Je vais y revenir. Pour ce qui est des axes de co-construction qu'on nous a beaucoup rabâché au début, ça on peut le mettre de côté, on voit que ça ne fonctionne pas. Il n'y a qu'à voir comment ça se passe dans les projets urbains et sur l'esplanade par exemple, ça fonctionne mal. C'est un échec. Ça, oui, c'est un échec. Hein. Par contre, il y a 3 mesures. Hein. Il y a les budgets participatifs. Moi, je trouve ça très intéressant, hein, les budgets participatifs. Peut-être qu'il faut y mettre même plus que 800 000 euros. Cela dit, ils traitent des questions municipales relativement à la marge. Ce n'est pas les gros sujets qu'on traite là. Dès qu'il y a des gros sujets, ils sont traités ailleurs et ils ne sont pas traités dans la participation. Ils sont traités par le bureau du maire, comme le plan d'austérité. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Le plan de sauvegarde des services publics. Moi, je l'appelle le plan d'austérité parce que c'est de l'austérité. Donc, c'est le plan de sauvegarde, si vous voulez. On ne peut pas dire à la fois on veut développer l'intelligence collective des habitants et quand il y a des problèmes stratégiques importants, les laisser de côté. Exemple, les bibliothèques. Alors, dans le plan d'austérité, il y a la fermeture des bibliothèques. Et ça, c'est une erreur stratégique énorme, politiquement. Parce que ce que je reproche à Éric Piolle et à son équipe, c'est de ne pas avoir pris la mesure de ça. Qu'il l'ait décidé, c'est une chose. Après, de ne pas voir la colère que ça a entraîné dans la population, en touchant 2 à 3 bibliothèques de quartiers populaires, en touchant la lecture publique, c'est symbolique. Même si Grenoble est très fourni, c'est symbolique. Oui, il en reste d'autres. Ils auraient dû revenir avant et dire, bon, on vous entend, on vous écoute, mais ils sont crispés, en fait. Et là-dessus, et donc, on est arrivé à une situation complètement ubuesque qui a fait que la question de la votation citoyenne a été complètement enterrée. Oui, parce que les opposants avaient obtenu les 4000 signatures, donc largement dépassé celles qui étaient nécessaires pour ouvrir une votation citoyenne. Dans le processus de la votation citoyenne, il y a quand même un aspect qui est très intéressant, c'est la pétition. La pétition... Elle n'a servi à rien, là, en l'occurrence.
Oui, mais déjà le fait qu'il y ait une pétition qui arrive avec 2000 signatures à un débat en conseil municipal, c'est une bonne chose. Moi, je trouve. Alors, bien sûr, il y a des élus qui m'ont dit « Mais quand il y a des pétitions, c'est toujours contre nous. » Bien sûr. Sinon, s'il y aurait eu un accord. Donc, quand il y a une pétition, quand il y a une votation, c'est forcément contre la municipalité. Mais il faut accepter, quand on veut faire de la démocratie participative, de créer des contre-pouvoirs. Parce que, et la plupart des majorités qui disent, qui ont des bons mots quand ils sont dans l'opposition, en disant on va faire de la participation, quand ils sont au pouvoir, ils voient que la participation, des fois, c'est dérangeant, des fois, ça bouscule, et des fois, le pouvoir, il est en train d'être repris ailleurs. Finalement, donc, ils reviennent en arrière. La vraie démocratie participative, finalement, vous nous dites que c'est un vœu pieux, il ne faut plus y croire. Elle est très difficile à mettre en place. Mais ils ont eu le courage de tenter de mettre des choses en place, et ça, je ne peux pas leur retirer. Voilà. Mais la votation citoyenne, pour moi, est enterrée. Il n'y en aura plus dans les 3 ans qui viennent. Quelques sujets encore à voir avec Paul Bron. Je vous propose de nous retrouver dans un instant dans le bonus, le supplément du Récap Info sur Internet, sur les réseaux sociaux. Merci en tout cas d'avoir été l'invité de ce Récap Info. Merci beaucoup. Rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité. Ce sera sans doute Éric Piolle. Il pourra répondre à Mathieu Chamussy il y a 2 semaines et à vous-même cette semaine. Merci. Merci.